Mais alors survint l'instant inattendu. La porte d'entrée explosa. Elle ne s'ouvrit pas. Elle explosa. Jabari se précipita à l'intérieur. Il n'était pas seul. Derrière lui, 4 policiers en uniforme, armes au poing, le visage grave. Jabari était en sueur, à bout de souffle, sa chemise froissée, le visage déformé par un mélange de colère et de soulagement. Il cria à Kofi de lâcher la seringue immédiatement. Kofi se figea. Yara se retourna, les yeux écarquillés, et pour la première fois depuis que Tandil l'avait rencontré, elle vit une peur authentique sur ce visage. Jabari brandit son téléphone portable et lui montra l'écran. « Des caméras, dit-il. J'ai installé des caméras partout dans la maison ces 6 dernières heures. Tout ce que vous avez dit est enregistré. Chaque aveu, chaque menace, absolument tout. » Il appuya sur lecture, et la voix de Yara résonna dans le couloir. « Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir. Maintenant, nous avons un problème. » Et ce n'était pas tout. Bien plus encore. Les policiers avaient déjà tout entendu dans la voiture, en venant chez lui. Yara tenta de se ressaisir, d'esquisser un sourire, de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais l'une des policières, une femme d'une 40aine d'années avec une cicatrice à l'arcade sourcilière, ne voulait rien entendre. Elle affirma qu'ils étaient munis d'un mandat de perquisition, fondé sur les preuves que Tandil avait transmises à la clinique et que Dakare avait remises au commissariat. Que le docteur Zawadi avait témoigné au sujet du poison. Que tout était documenté, tamponné, officiel. Et que Yara Mwende et Kofi Muma étaient en prison pour tentative de meurtre, empoisonnement d'un mineur, faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Kofi fut le premier à craquer. Il laissa tomber la seringue, qui s'écrasa sur le parquet avec un bruit sourd, et leva les mains. Il déclara qu'il était prêt à conclure un marché, qu'il allait tout avouer, que Yara avait tout manigancé depuis le début, qu'elle avait rencontré Jabari intentionnellement après l'avoir enquêté pendant des mois, que son chagrin suite au décès de sa femme était l'occasion idéale, que le plan avait toujours été de se marier, d'éliminer l'enfant, d'hériter de la fortune, puis de se débarrasser de Jabari, que Kofi recevait $500 par semaine pour fournir le diazépam et garder le silence, et qu'il avait peur de Yara car elle avait déjà agi de la sorte, qu'elle avait épousé un riche homme d'affaires ougandais 3 ans auparavant, que l'homme était mort d'une crise cardiaque 6 mois après le mariage, et que Yara avait disparu avec $4 millions avant même le début de l'enquête. Les policiers notaient, tout tandis que Yara hurlait que Kofi était un menteur, qu'il inventait tout, qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Mais personne ne l'a cru. Surtout après avoir trouvé la boîte métallique dans le placard, exactement là où Tandil l'avait indiqué. Ils ouvrirent la boîte là, devant tout le monde. Ils en sortirent tous les documents, toutes les photos, tous les flacons. La policière à la cicatrice ramassa le faux testament, compara la signature à celle de Jabari et secoua la tête. Une grossière contrefaçon, dit-elle. N'importe quel expert l'aurait démasqué en 10 secondes. Yara n'était pas aussi futée qu'elle le pensait. Puis vint la police d'assurance, et quand Jabari vit qu'elle avait assuré la vie de son propre fils pour $5 millions, il dut être maîtrisé par 2 policiers car il tentait d'agresser Yara. Il hurla qu'elle était un monstre, qu'elle avait mis la main sur son bébé en complotant pour le tuer, qu'elle méritait le pire que la loi puisse infliger. Yara pleura pour la première fois, mais c'étaient des larmes de crocodile, calculées, le genre de larmes qu'elle avait probablement répétées devant le miroir. Elle dit que Kofi l'avait manipulée, qu'elle était amoureuse, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais lorsqu'ils ont découvert les photos d'elle avec Kofi, les baisers, les câlins, les messages romantiques écrits au dos, son histoire s'est complètement effondrée. La police les menotta tous les 2. Kofi se laissa faire sans résistance, la tête baissée, s'imaginant déjà passer les prochaines décennies dans une prison kenyane surpeuplée. Yara se débattait, criait, promettait de poursuivre tout le monde en justice, disait que ses avocats les feraient tous payer. Mais lorsqu'ils la poussèrent dans la voiture de police, ses menaces sonnèrent creux. Pathétiques. Les gyrophares rouges et bleus illuminaient la façade blanche de la maison de Jabari, se reflétant dans les fenêtres et réveillant les voisins qui sortirent sur leur balcon pour voir ce qui se passait. La nouvelle se répandrait dans tout l'AMU avant l'aube. La belle-mère qui avait tenté de tuer son beau-fils. La nounou qui avait sauvé le bébé. L'homme riche qui avait failli tout perdre. Lorsque la police partit enfin avec Yara et Kofi, Jabari entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre où Tandil serrait encore Tumlo contre elle. Le bébé était maintenant réveillé, désorienté par tout ce bruit, mais il ne pleurait pas car il était dans ses bras. Jabari regarda Tandil, les yeux rougis par les larmes retenues, et sa voix se brisa. « Vous avez sauvé mon fils.
Vous avez tout risqué. Comment puis-je vous remercier pour un tel acte de bravoure? Tandiu secoua simplement la tête. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de remerciements, qu'elle n'avait fait que ce que toute personne digne de ce nom aurait fait en voyant un enfant en danger. Mais Jabari n'était pas d'accord. Il affirma que la plupart des gens seraient restés silencieux, par peur de perdre leur emploi, par peur d'affronter les riches, par peur des conséquences. Que Tandiu avait fait preuve d'un courage qu'il ne lui avait jamais vu, et qu'à partir de ce jour, elle n'était plus une employée. Elle faisait partie de la famille. Il posa la main sur son épaule et fit une promesse sur le champ. Il promit de prendre soin d'elle pour le restant de ses jours, que Tumlo grandirait en sachant qu'il devait la vie à cette femme, et qu'il n'oublierait jamais ce qu'elle avait fait. Tandiu finit par pleurer. Elle pleura de soulagement, d'épuisement, de gratitude d'avoir écouté son intuition, d'avoir suivi son cœur, d'avoir lutté alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Elle regarda Tumlo, qui la fixait de ses grands yeux curieux, et lui murmura une promesse. Elle lui a promis qu'il grandirait fort, en bonne santé et aimé, et que plus jamais personne ne lèverait la main sur lui avec l'intention de lui faire du mal. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit la une des journaux nationaux. Les quotidiens de Nairobi envoyèrent des reporters à Lamu. Les chaînes de télévision diffusèrent des reportages spéciaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec le ## #SavedByLove, célébrant Tandiu comme une héroïne. Jabari donna une unique conférence de presse sur le balcon de sa maison, Tumlo dans les bras et Tandiu à ses côtés. Il la remercia publiquement, remercia les policiers intervenus rapidement, son neveu Dakare et le docteur Zawadi pour l'analyse toxicologique qui apporta des preuves cruciales. Il demanda également le respect de sa vie privée afin de pouvoir s'occuper de son fils et commencer à reconstruire sa vie. Lorsque les journalistes tentèrent d'interroger Tandiu, elle répondit simplement qu'elle avait agi selon son cœur et que toute personne de conscience aurait fait de même. Cette humilité ne fit qu'accroître l'admiration du public. Partout au Kenya, les mères commencèrent à raconter l'histoire de Tandiu à leurs filles comme un exemple de courage et d'intégrité. Les écoles utilisèrent ce cas comme support de discussion sur l'éthique et la responsabilité civique. Et Tandiu, qui avait toujours vécu dans l'ombre, s'occupant des enfants des autres sans jamais chercher la reconnaissance, se retrouva soudain transformée en symbole. Mais rien de tout cela ne comptait autant pour elle que de voir Tumlo aller mieux. Dans les premières semaines suivant l'arrestation de Yara, Tandiu surveillait chaque aspect de la santé du bébé avec l'obsession d'une mère. Elle notait tout dans un carnet, la quantité de nourriture ingérée, la durée du sommeil, chaque sourire, chaque progrès. Tumlo commença à prendre du poids rapidement. Ses joues retrouvèrent leur couleur, l'éclat dans ses yeux, et son sourire devint constant. Il franchit les étapes de développement qu'il avait manquées pendant l'empoisonnement, commença à ramper, à babiller des sons qui ressemblaient presque à des mots, à taper des mains en entendant de la musique. C'était comme si le bébé renaissait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Jabari engagea une équipe de médecins pour effectuer des examens complets et s'assurer que le diazépam n'avait pas causé de dommages permanents. Le résultat fut miraculeux. Tumlo était en parfaite santé. L'empoisonnement s'était arrêté avant de causer des dommages irréversibles. Tandiu a appris la nouvelle à genoux, remerciant ses ancêtres, Dieu et le destin de l'avoir placé dans cette maison à ce moment précis. Le procès de Yara et Kofi eut lieu 3 mois plus tard dans une salle d'audience bondée à Mombasa. Les journalistes occupaient tous les sièges disponibles. Les caméras de télévision furent autorisées à entrer dans la salle, une rareté dans le système judiciaire kényan. Yara engagea une équipe d'avocats onéreux de Nairobi qui tentèrent toutes les manœuvres possibles. Ils plaidèrent la folie passagère. Ils affirmèrent qu'elle était victime de la manipulation de Kofi. Ils prétendirent que les preuves avaient été obtenues illégalement car Tandiu avait porté atteinte à sa vie privée en photographiant des documents. Mais rien n'y fit. L'accusation présenta les échantillons de lait analysés par le docteur Zawadi, qui témoigna personnellement, expliquant les taux mortels de diazépam trouvés. Elle présenta les enregistrements des caméras installées par Jabari, où Yara avouait ouvertement ses intentions. Elle présenta les documents falsifiés, la police d'assurance frauduleuse, les fioles de poison. Et elle appela Tandiu à la barre. Elle se présenta vêtue de sa plus belle robe, une robe en coton bleu à imprimé floral, et raconta tout d'une voix ferme et claire. Chaque détail, chaque observation, chaque instant de peur. Le procureur lui demanda pourquoi elle avait risqué sa vie pour sauver un enfant qui n'était même pas le sien, et Tandiu répondit avec une simplicité bouleversante, parce que chaque enfant mérite que quelqu'un se batte pour lui. Et si je ne me battais pas, qui le ferait? Le jury délibéra pendant seulement 90 minutes. Il rendit son verdict.
Yara Mwend, coupable de tentative de meurtre, d'empoisonnement d'un mineur, de faux en écriture, de fraude à l'assurance et de complot en vue de commettre un meurtre. Kofi Muma, coupable de complicité dans tous les crimes susmentionnés, ainsi que de trafic de stupéfiants. La juge, une femme de 60 ans aux cheveux gris tirés en chignon serré, regarda Yara et prononça des mots qui résonnèrent dans la salle. Vous vous êtes immiscé dans la vie d'un homme vulnérable, vous avez joué sur son chagrin, vous avez approché une enfant innocente avec l'intention de la tuer pour de l'argent. C'est l'un des crimes les plus odieux que j'ai jamais vus en 30 ans de magistrature. La sentence tomba rapidement et lourdement. Yara fut condamnée à 25 ans de prison, dont 15 ans fermes. Kofi écopa de 12 ans pour complicité. Alors que les gardiens emmenaient Yara, menottée, hors de la salle, elle lança à Tandiu un regard de haine pure, un regard qui promettait une vengeance qui ne viendrait jamais. Car Yara passerait les meilleures années de sa vie dans une cellule surpeuplée d'une prison de haute sécurité, tandis que Tumlo grandirait libre, aimé et protégé. La vie reprit son cours, ou du moins une nouvelle normalité. Tandiu continuait de vivre sur la propriété de Jabari, mais désormais dans une maison plus grande qu'il avait fait construire spécialement pour elle, avec 2 chambres, un salon spacieux, une cuisine moderne et un balcon donnant sur la mer. Elle aurait pu tout demander, une retraite confortable, une maison en ville, mais elle ne souhaitait qu'une chose, rester près de Tumlo. Jabari avait quintuplé son salaire, mais elle économisait presque tout, envoyant une partie à sa fille à Nairobi et gardant le reste de côté pour les imprévus. Elle ne travaillait pas pour l'argent. Elle ne l'avait jamais fait. Elle travaillait par amour, pour le lien qui l'unissait, pour le sentiment d'utilité que lui procurait le fait de prendre soin d'une autre vie. Et Tumlo était devenu la raison pour laquelle elle se réveillait chaque matin avec le sourire. Les mois se transformèrent en années. Tumlo grandit, fort et en pleine santé, un garçon plein d'énergie, au rire facile et à la curiosité insatiable. À 2 ans, il courait partout dans la maison en appelant Tandiu Bibi, le mot swahili pour grand-mère, et la suivait comme son ombre fidèle. Quand elle cuisinait, il se tenait à côté d'elle, essayant de l'aider, remuant des casseroles imaginaires avec des cuillères en bois. Quand elle balayait le porche, il attrapait un petit balai que Jabari avait acheté et imitait chacun de ses gestes. Et quand elle s'asseyait dans le fauteuil pour se reposer, il grimpait sur ses genoux et lui demandait de lui raconter des histoires. Des histoires de lions courageux, d'éléphants sages, de l'araignée Anansi qui trompait tout le monde par sa ruse. Mais son histoire préférée restait toujours la même, celle de la façon dont Bibi Tandiu l'avait sauvé quand il était bébé. Elle racontait une version édulcorée, bien sûr, sans les détails sordides, disant seulement qu'il était tombé malade et qu'elle s'était occupée de lui jusqu'à sa guérison. Et Tumlo terminait toujours l'histoire de la même façon. « Tu es mon héroïne, Bibi. » Et Tandiu répondait toujours « Tu es mon monde, moi Nangu. »« Mon fils. » Jabari finit par recommencer à fréquenter quelqu'un, 3 ans après la mort d'Acha. Une femme aimable nommée Naïma, professeure de littérature dans un lycée de Lamu, elle aussi veuve et mère de 2 enfants adultes. Elle était l'opposé de Yara en tout point, humble, sincère, véritablement intéressée par Tumlo et respectueuse de Tandiu dès le premier jour. Naïma demanda conseil à Tandiu sur la manière d'aborder Tumlo sans le brusquer, de gagner sa confiance, d'être une présence positive sans chercher à remplacer la mère qu'il n'avait jamais connue. Tandiu, qui aurait pu se montrer possessive ou jalouse, choisit la voie inverse. Elle encouragea leur relation, aida Naïma à comprendre les goûts et les aversions de Tumlo et créa des occasions pour eux de passer du temps ensemble. Car Tandiu savait que Tumlo avait besoin d'une figure maternelle, complète, de quelqu'un qui puisse être présent d'une manière qu'elle, déjà presque 70 ans, ne pourrait plus lui offrir. Et lorsque Jabari et Naïma se sont mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie sur la plage, Tandiu était au premier rang, tenant Tumlo sur ses genoux, souriant avec des larmes de joie sincère. La nouvelle famille fonctionnait à merveille. Naïma n'a jamais cherché à rivaliser avec Tandiu ni à minimiser son rôle. Elle comprenait que Tandiu était irremplaçable, que le lien qui l'unissait à Tumlo transcendait tout titre ou rôle traditionnel. Ainsi, la maison comptait une mère, un père et une nounou qui étaient bien plus qu'une simple gardienne. Elle était une protectrice, une guide, le souvenir vivant du courage qui avait tout sauvé. Tumlo grandit dans cet environnement d'amour débordant, ne manquant de rien car il était entouré d'abondance. À 5 ans, lorsqu'il commença l'école, il annonça fièrement à ses camarades que 3 personnes prenaient soin de lui. Son papa Jabari, qui travaillait dur mais revenait toujours les bras chargés de cadeaux et d'histoires, sa maman Naïma, qui l'aidait à faire ses devoirs et préparait les meilleurs mondazis du monde, et sa nounou Tandiu, qui lui avait sauvé la vie quand il était bébé et qu'il aimait plus que tout.
La communauté de Lamu n'a jamais oublié cette histoire. Tandiu est devenue une figure respectée, presque légendaire. Les jeunes mères l'arrêtaient dans la rue pour lui demander conseil sur les bébés. Les femmes âgées la saluaient avec déférence, l'appelant « Mzee », un terme respectueux pour désigner les aînés sages. Et lors d'occasions spéciales, comme la fête des mères ou les fêtes de la communauté, il y avait toujours quelqu'un pour raconter l'histoire de la courageuse nourrice qui avait bravé les puissants pour sauver un enfant innocent. On racontait cette histoire sur les marchés, dans les églises, les mosquées, lors des réunions de famille. Elle s'est transmise de génération en génération, s'enrichissant au fil du temps d'une dimension mythique, mais conservant toujours son essence même. Le courage ne requiert ni force ni armes, l'amour véritable transcende les liens du sang et les relations. Une personne ordinaire peut faire une différence extraordinaire lorsqu'elle choisit d'agir plutôt que de rester passive. Tandiu a vécu assez longtemps pour voir Tumlo avoir 6, 7, 8 ans. Elle a vieilli avec grâce, son corps s'affaiblissant mais son esprit restant fort. À 75 ans, elle se levait encore tôt pour préparer le petit déjeuner de Tumlo avant l'école. Elle s'asseyait encore avec lui pour corriger ses devoirs. Elle lui racontait encore des histoires avant de dormir. Jabari insistait pour qu'elle se repose davantage, qu'il embaucherait quelqu'un d'autre pour l'aider, mais Tandiu refusait. Ses tâches n'étaient pas du travail. C'était de la joie. C'était un but. C'était la raison pour laquelle elle vivait. Lorsqu'elle a finalement commencé à ressentir le poids de l'âge, lorsque monter les escaliers est devenu difficile, lorsque sa vue a commencé à baisser malgré ses nouvelles lunettes, lorsque son corps a réclamé un repos qu'elle ne pouvait plus ignorer, c'est Tumlo qui a pris soin d'elle. Le garçon de 9 ans qui lui apportait de l'eau, qui lui lisait des histoires à voix haute, qui s'asseyait à son chevet simplement pour lui tenir compagnie. La boucle était bouclée. Elle avait pris soin de lui lorsqu'il ne pouvait pas se défendre. Maintenant, il prenait soin d'elle quand elle en avait besoin. Un après-midi de novembre, alors que Tumlo avait 10 ans, Tandiu réunit toute la famille sur sa véranda. Jabari, Naïma, Tumlo et même Dakare, venus spécialement de Mombasa pour lui rendre visite. Elle servit son thé épicé maison, offrit à Tumlo ses biscuits au sésame préférés, puis prit la parole. Sa voix était plus faible, mais ses mots étaient clairs. Elle raconta qu'elle avait vécu une longue et belle vie, qu'elle avait pris soin d'innombrables enfants, mais que Tumlo serait toujours spécial. Non pas parce qu'il était plus beau ou plus intelligent que les autres bébés, mais parce que le sauver lui avait appris une leçon fondamentale. Cette leçon ne se trouve pas dans les grands gestes publics ni dans la reconnaissance. Elle vient du fait de faire ce qui est juste au bon moment, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même au prix de tout. Elle regarda Tumlo et lui dit qu'elle espérait qu'il grandirait en se souvenant de cette leçon, qu'il utiliserait la vie qu'elle avait contribué à préserver pour faire le bien autour de lui, qu'il protégerait les faibles, défendrait les innocents, choisirait le courage plutôt que le confort. Tumlo, les larmes aux yeux, fit une promesse. Il promit d'être un homme bon comme son père, d'être gentil comme sa mère, et d'être courageux comme sa grand-mère. Tandiu sourit, lui caressa le visage et dit qu'elle le savait déjà, qu'elle le voyait en lui chaque jour. Des années plus tard, bien après que Tandiu se soit éteinte dans un cimetière paisible surplombant l'océan qu'elle aimait tant, bien après que Tumlo soit devenu un homme, son histoire perdurait. Tumlo entreprit des études de droit à l'université, inspiré par son propre parcours. Il voulait protéger les autres comme sa grand-mère Tandiu l'avait protégé. Diplômé avec mention, il retourna à Lamu et ouvrit un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des personnes vulnérables, femmes victimes de violences, enfants négligés, employés exploités. Il acceptait des dossiers que les avocats les plus chers refusaient, pratiquait des honoraires adaptés aux moyens de ses clients, voire était gratuit, et gagnait plus souvent qu'il ne perdait. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait choisi cette voie alors qu'il aurait pu gagner bien plus d'argent dans de grands cabinets, il racontait l'histoire de Tandiu. Et chaque fois qu'il la racontait, une nouvelle personne l'écoutait, s'en inspirait et décidait de faire mieux. L'histoire de Tandiu Odhiambo et Tumlo Kimati a dépassé les frontières de Lamu, du Kenya et de l'Afrique. Elle a fait l'objet de magazines internationaux, de documentaires et d'études de cas dans les cours d'éthique. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment Tandiu, cette histoire n'avait rien à voir avec la gloire ou la reconnaissance. Elle était bien plus simple et infiniment plus puissante. Choisir l'amour plutôt que la peur, choisir l'action plutôt que l'inaction, choisir de protéger une vie alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Et au final, ce choix n'a pas seulement sauvé Tumlo. Il a épargné à Jabari la tragédie de perdre son fils unique, il a empêché Naïma d'intégrer une famille brisée par la trahison. Il a sauvé Dakare, qui a trouvé un sens à sa vie en mettant ses compétences au service de la justice,
et il a sauvé Tandiu elle-même, donnant un sens à ses dernières années d'une manière inestimable. Il existe un vieux proverbe en Afrique, transmis dans des centaines de langues, mais dont le sens essentiel reste le même. Le mal peut précéder le bien, mais ce dernier finit toujours par arriver. Tandiu en a été la preuve. Le mal est arrivé le premier, vêtu de vêtements somptueux, parfumé de parfums importés et arborant un sourire éclatant. Il est entré par la porte principale, a été accueilli par des étreintes et a dormi dans le meilleur lit de la maison. Mais le bien était là aussi, discret, vigilant, œuvrant dans l'ombre. Et lorsque le moment fatidique est arrivé, lorsque tout aurait pu s'effondrer, le bien était prêt. Et le bien a triomphé. Non pas parce qu'il était plus fort, plus riche ou plus puissant, mais parce qu'il se souciait des autres. Parce qu'il aimait. Parce qu'il a choisi de se battre alors que le combat semblait impossible. Et c'est là la leçon qui transcende les générations. Chacun d'entre nous, aussi ordinaire que soit notre vie, a le pouvoir de changer le destin en choisissant d'agir avec courage et amour. Tandiu n'était qu'une nounou. Mais au final, elle était bien plus que cela. Elle était une sauveuse. Elle était une héroïne. Elle était la preuve vivante que la bonté n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus puissante qui existe. Si cette histoire vous a profondément touché, si vous avez ressenti le courage de Tandiu, le danger réel qui menaçait ce bébé innocent, la force de cet amour qui transcende les liens du sang et les relations, alors vous comprenez pourquoi il est essentiel de raconter ces histoires. L'Afrique recèle des millions de récits semblables, cachés dans les villages côtiers, dans les demeures des plus aisés, dans les communautés les plus modestes, partout où des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Ce sont ces histoires qui méritent d'être entendues, partagées, célébrées. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à écouter ces récits africains profonds, riches d'enseignements qui traversent les continents et les générations. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez des histoires similaires, si vous avez été témoin d'un tel courage dans votre propre vie ou celle d'un proche. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de courage et d'amour véritable aujourd'hui. Et aidez cette chaîne à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à diffuser ces histoires qui parviennent rarement au monde, mais qui ont le pouvoir de transformer ceux qui les entendent. Car, au final, comme Tandiu l'a prouvé, le bien finit toujours par arriver quand il y a quelqu'un prêt à se battre pour lui. Et parfois, cette personne, c'est vous. La seringue luisait sous la faible lueur de la lampe tandis que Kofi s'avançait vers Tandiu, lui bloquant la seule issue. La femme de 63 ans recula jusqu'à se retrouver dos au mur froid du couloir, son téléphone portable tremblant dans sa main moite. De la pièce voisine, un bébé gémissait doucement, si faiblement qu'il pouvait à peine pleurer. Yara, la femme que Tandiu avait aidé à s'habiller ce matin-là, qui lui avait servi le thé et les biscuits, souriait maintenant d'un air glacial. Le sourire de celle qui a déjà décidé que vous ne sortiriez pas vivante de là. Tandiu regarda le petit Tumlo à travers l'entrebâillement de la porte, ses 8 mois de vie lui échappant comme du sable fin sur les plages de la Mu. Le garçon avait la peau grise, les yeux cernés, les lèvres gercées. Il était en train de mourir. Et elle avait découvert trop tard pourquoi. Yara fit un pas en avant, ses sandales de luxe crissant sur le parquet. Elle portait une robe bleu roi à imprimer pandorée, des boucles d'oreilles ambrées qui oscillaient comme des pendules, marquant les dernières secondes. Kofi appuya sur le piston de la seringue, projetant un fin jet de liquide transparent dans l'air. Tandiu pensa à sa fille qu'elle ne reverrait jamais, à ses petits-enfants qui grandiraient sans ces histoires, au petit Tumlo qui mourrait si elle n'agissait pas maintenant, immédiatement, à cet instant précis. C'est alors que la porte d'entrée claqua et que tout bascula. Mais pour comprendre comment Tandiu Odiambo s'est retrouvé dans ce couloir, une seringue pointée sur son cou et un bébé mourant à quelques mètres de là, il faut remonter 3 mois en arrière. Au jour où elle a accepté un emploi chez Jabari Kimati, l'homme d'affaires le plus riche de la Mu, propriétaire de 5 hôtels sur la côte kenyane et d'une flotte de boutres transportant des touristes sur les eaux turquoises de l'océan Indien. Tandiu travaillait comme nounou et auxiliaire de vie depuis 47 ans. Elle avait commencé à 16 ans, s'occupant des enfants d'un pasteur méthodiste à Nairobi. Et depuis, elle avait travaillé dans des dizaines de foyers, auprès de dizaines de familles, et pris soin de centaines d'enfants. Elle reconnaissait l'odeur de la fièvre avant même que la température ne monte. Elle pouvait distinguer un cri de faim d'un cri de douleur. Elle savait calmer un bébé d'un simple bercement et d'une chanson en kikuyu que sa grand-mère chantait. Tandiu était mince, les épaules voûtées par le temps, les mains fortes et calleuses, et le regard encore vif derrière ses lunettes de lecture suspendues à une chaînette. Ses cheveux, d'un blanc immaculé, étaient toujours relevés en un chignon bas recouvert d'un bonnet coloré. Elle portait de simples robes de coton, des sandales usées,
et exhalait un léger parfum d'huile de coco et de savon à l'argile. Jabari Kimati l'engagea 2 semaines après le décès de sa femme Asha en couche. Le bébé survécut. La mère, elle, périt. Tumlo naquit fort et en pleine santé, pleurant à chaudes larmes, mais Asha perdit trop d'hémorragie, trop rapidement, et même l'équipe médicale de l'hôpital privé de Mombasa ne put la sauver. Jabari était anéanti. Cet homme de 42 ans, grand, aux larges épaules, à la peau aussi sombre que l'ébène poli, portait toujours des chemises de lin blanc et des pantalons sur mesure. Sa voix grave imposait le respect, mais après la mort d'Asha, elle était devenue creuse, impuissante. Il pouvait à peine regarder son fils sans voir sa femme. Puis Tandiu arriva comme une bénédiction. Elle prit tout en charge, les biberons, les changes, les bains chauds au crépuscule, les berceuses qui finirent par endormir Tumlo. Le bébé était magnifique, avec de grands yeux curieux, des joues rondes et un sourire facile qui illuminait son visage à chaque fois que Tandiu s'approchait. Il prenait du poids, grandissait en bonne santé, applaudissait lorsqu'il entendait de la musique et essayait de ramper dans la maison avec cette adorable détermination de quelqu'un qui découvre le monde pour la première fois. Tandiu vivait dans une petite dépendance à l'arrière de la propriété de Jabari, un bâtiment simple mais confortable avec un lit, une armoire et une petite table où elle prenait son thé le matin en admirant le lever du soleil sur les manguiers. La maison principale était immense, sur 3 étages, avec des murs blancs, des fenêtres cintrées, des balcons donnant sur la mer et des jardins emplis d'hibiscus rouges et de bougainvilliers violets. Il y avait des domestiques partout, cuisiniers, femmes de ménage, jardiniers, chauffeurs, mais Tandiu était la seule à s'occuper de Tumlo. Jabari ne faisait confiance à personne d'autre. Et pendant 2 mois, tout fut parfait. Tumlo grandit comme un petit prince, entouré d'amour, de soins et d'attention. Tandiu envoyait des photos à sa fille par WhatsApp, lui racontant des anecdotes amusantes sur le petit garçon qui essayait de se tenir debout, sur ses éclats de rire quand elle faisait des grimaces. Elle aimait ce bébé comme s'il était son propre petit-fils. Et puis, Yara Mwend est apparue. Yara arriva un après-midi de septembre, au volant d'un Land Cruiser noir aux vitres teintées, des lunettes de soleil trop grandes pour son visage, un foulard de soie noué dans les cheveux. Sa beauté était calculée, peau claire, lèvres rouges foncées, longs ongles vernis d'or, corps sculpté dans une salle de sport huppé, un parfum capiteux qui la précédait. Elle avait 31 ans, 23 ans de moins que Jabari, et se présenta comme consultante en marketing pour l'un de ses hôtels. 2 semaines plus tard, elle vivait déjà chez lui. Jabari était vulnérable, seule, submergée par le chagrin, et Yara savait exactement comment combler ce vide. Douce avec lui, elle lui massait les épaules après une longue journée, lui préparait des boissons le soir, écoutait ses récits sur Asha sans jamais manifester la moindre jalousie. Elle semblait parfaite, trop parfaite. Tandiu comprit dès le premier jour que quelque chose clochait. Rien de précis, juste une intuition à laquelle elle avait appris à se fier après des décennies passées au contact des gens. Yara souriait toujours, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Elle jouait Tumlo avec délicatesse, mais c'était une délicatesse mécanique, sans chaleur, sans véritable amour. Et chaque fois que Tandiu entrait dans une pièce, Yara s'interrompait en plein milieu d'une phrase, comme si elle cachait quelque chose. 1 mois après l'emménagement de Yara, Jabari la demanda en mariage. C'était une décision rapide, impulsive, manifestement prise sous le coup de l'émotion par un homme cherchant à fuir la souffrance. Yara accepta, les larmes aux yeux, enlaça Jabari et lui promit de prendre soin de lui et de Tumlo comme s'ils étaient sa propre famille. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, une cérémonie intime sur une plage privée, en présence de quelques amis proches seulement, sans faste ni célébration extravagante. Yara portait une simple robe blanche, des fleurs dans les cheveux, et promit devant un cheikh local d'aimer et de protéger Jabari jusqu'à la mort. Tandiu était présente, Tumlo dans les bras, et sentit un frisson la parcourir lorsqu'Yara posa les yeux sur le bébé pendant les vœux. Ce n'était pas un regard d'amour, c'était un regard d'obstacle. Et c'est cette nuit-là que tout commença à basculer. La première semaine après le mariage, Tumlo se portait toujours bien. Il mangeait normalement, dormait paisiblement et continuait de prendre du poids. Mais la semaine suivante, Yara commença à s'impliquer davantage dans les soins du bébé. Elle confia à Jabari qu'elle souhaitait se rapprocher de son beau-fils, créer un lien et être une vraie mère pour lui. Touchée, Jabari la remercia et l'embrassa sur le front. Yara se mit alors à préparer les biberons. Au début, Tandiu n'y voyait pas d'inconvénient. Yara demanda à préparer le lait, expliquant qu'il était important de créer un lien. Et Tandiu accepta, tout en la surveillant attentivement. Mais peu à peu, Yara insista pour le faire seule.
Elle prétendait que Tandiu était fatiguée, qu'elle méritait de se reposer, qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Et chaque fois que Tandiu essayait de l'aider, Yarat affichait ce sourire froid et disait que ce n'était pas nécessaire. C'est au cours de la 3e semaine que Tandiu remarqua le changement chez Tumlo. Le bébé commença à refuser le biberon. Il détournait le visage, recrachait le lait et pleurait faiblement. Tandiu trouva cela étrange car Tumlo avait toujours été un bébé qui mangeait bien, qui n'avait jamais refusé le sein ni le biberon. Elle essaya de lui proposer des aliments solides, des purées de bananes, de patates douces, mais il y toucha à peine. Puis vint la perte de poids. En une semaine, Tumlo perdit près d'un demi-kilo. Ses joues commencèrent à s'affaisser, ses yeux se creusèrent, sa peau perdit son éclat de bébé. Il pleurait moins, bougeait moins et passait des heures allongées dans son berceau à fixer le plafond avec ce regard vide qui terrifiait Tandiu. Elle fit part de ses inquiétudes à Jabari, mais il était en voyage, en train de conclure une affaire à Dar es Salaam, et lui dit qu'il lui faisait confiance pour trouver une solution. Yara surprit la conversation et proposa son aide, suggérant que Tumlo souffrait peut-être d'une intolérance, qu'il pourrait changer de lait infantile, essayer une autre marque. Et c'est elle-même qui a acheté le nouveau lait. Tandiu accepta, n'ayant aucune raison de se méfier. Pas encore. Mais ce soir-là, alors que Yara préparait le premier biberon avec le nouveau lait, Tandiu remarqua quelque chose d'étrange. Elle était dans la cuisine, en train de disposer la vaisselle, lorsqu'elle aperçut Yara, de dos, remuant quelque chose dans le biberon avec une petite cuillère. Sur le comptoir se trouvait une minuscule bouteille en verre, sans étiquette, contenant un liquide transparent. Yara versa quelques gouttes dans le lait, referma la bouteille, la secoua vigoureusement, puis la glissa rapidement dans son sac en réalisant que Tandiu l'observait. Elle sourit, expliqua qu'il s'agissait simplement d'un complément vitaminique recommandé par le pédiatre, et emporta la bouteille dans la chambre de Tumlo. Tandiu resta figé, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition. Un complément vitaminique? Sans étiquette? Sans ordonnance? Et pourquoi Yara l'avait-elle caché si vite? Ce matin-là, Tandiu fut réveillé par un son qu'aucune nounou ne souhaite entendre. Ce n'était pas des pleurs. C'était un gémissement faible, étouffé, désespéré. Elle courut dans la chambre de Tumlo et trouva le bébé en sueur, tremblant, la peau froide malgré la douceur de la nuit. Sa respiration était trop rapide, trop superficielle, et ses yeux étaient révulsés, laissant apparaître le blanc des paupières. Le biberon était à côté du berceau, encore rempli de lait, et Tandiu le prit d'une main tremblante. Elle l'ouvrit, le sentit et y reconnut cette odeur douceâtre, chimique, artificielle, qui n'avait rien à voir avec du lait infantile. Le liquide était séparé en 2 couches, une couche laiteuse au-dessus, une couche plus translucide en dessous, comme si les 2 couches refusaient de se mélanger. Tandiu secoua le biberon et les 2 couches se rejoignirent un instant, avant de se séparer à nouveau. Elle approcha son nez et, cette fois, reconnut l'odeur. C'était la même que celle du médicament que sa belle-sœur avait pris pour dormir, un puissant sédatif prescrit par le médecin après un accident de voiture. Tandiu regarda Tumlo et vit quelque chose qui la terrifia encore davantage. Le bébé n'était pas simplement somnole. Ses lèvres bleuissaient aux commissures, signe qu'il manquait d'oxygène. Elle avait déjà vu cela, des décennies auparavant, lorsqu'elle s'occupait de jumeaux prématurés et que l'un d'eux avait fait une crise respiratoire. La différence, c'est que ces bébés étaient malades. Tumlo était empoisonné. Elle mit son doigt dans sa bouche, essayant de provoquer un réflexe de succion, n'importe quelle réaction qui prouverait qu'il était encore là, qu'il se battait encore. Tumlo mordit faiblement, si faiblement qu'il pouvait à peine fermer la bouche. Tandiu sentit des larmes brûlantes couler sur ses joues. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle avait appris à réprimer ses émotions pour rester calme devant les enfants, mais à cet instant, le barrage céda. Elle prit une serviette propre, l'humidifia avec de l'eau froide du pichet qu'elle gardait toujours dans la chambre, et commença à essuyer le visage, le cou et les poignets de Tumlo, essayant de le réveiller. Tandiu prit Tumlo dans ses bras. Le bébé était mou, trop lourd, comme une poupée de chiffon. Il réagissait à peine à son contact. Elle courut à l'évier, mouilla une serviette d'eau froide, lui essuya le visage et lui tapota doucement les joues pour essayer de le réveiller. Tumlo ouvrit les yeux une seconde, la regarda sans la reconnaître, puis les referma. Tandiu sentit la panique lui monter à la gorge comme de la bile. Elle pensa appeler une ambulance, mais elle savait qu'il faudrait au moins 40 minutes pour arriver dans ce quartier de Lamu. Et Tumlo n'avait pas 40 minutes à perdre. Elle pensa réveiller Yara, mais un instinct de survie la retint. Un cri lui hurlait que révéler ce qu'elle savait à cet instant serait fatal. Yara ne devait pas savoir que Tandiu était au courant. Pas encore.
Pas sans preuve. Alors Tandiu prit la décision qui sauverait la vie de Tumlo cette nuit-là. Elle prit une petite bouteille de sirop vide qu'elle gardait dans un tiroir, y versa une trentaine de millilitres du lait suspect, referma hermétiquement le bouchon, essuya la bouteille avec un essuie-tout et la cacha au fond de son sac en tissu africain. Ensuite, elle lava 3 fois le biberon d'origine à l'eau chaude savonneuse, détruisant ainsi toute preuve susceptible d'éveiller les soupçons de Yara. Elle se rendit à la cuisine, marchant à pas lents sur le parquet grinçant qu'elle connaissait par cœur, et prépara un nouveau biberon. Du lait en poudre de première qualité, de l'eau filtrée bouillie, à la bonne température, rien de plus. Elle le secoua jusqu'à dissolution complète, en testa le contenu sur son poignet et retourna dans la chambre. Tumlo était encore à demi conscient, mais lorsqu'elle porta la tétine à ses lèvres, le bébé fit un effort considérable et tétait. C'était faible, difficile, mais il but. 30 millilitres. Puis 50. Puis il s'arrêta, trop épuisé pour continuer. Tandiu ne le força pas. Elle s'allongea avec lui sur le fauteuil d'allaitement dans un coin de la pièce, l'enveloppa dans une légère couverture de coton et resta là, éveillée, priant doucement. Elle priait en kikuyu, la langue de son enfance, les mêmes prières que sa grand-mère récitait lorsqu'un membre de la famille était malade. Elle demanda à Nge, le dieu des montagnes, de protéger cet enfant innocent. Il demanda à ses ancêtres de guider ses mains, et il a demandé du courage pour faire ce qui devait être fait. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, teintant l'horizon de rose et d'orange, Tumlo sembla enfin aller mieux. Sa respiration devint plus profonde, plus régulière. Ses lèvres reprirent des couleurs. Il ouvrit les yeux, cette fois-ci fixés, et reconnut Tandiu. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres, et Tandiu ressentit un soulagement si intense qu'elle faillit s'évanouir. Le bébé était vivant. Pour l'instant. Mais elle savait que cela se reproduirait. Encore et encore. Jusqu'à ce que Tumlo ne puisse plus se réveiller. Elle entendit des pas dans le couloir. Des pas légers, féminins, comme ceux de quelqu'un chaussé de pantoufles de luxe. Yara apparut sur le seuil, toujours en nuisette de soie, les cheveux relevés en un chignon lâche, son visage sans maquillage révélant quelques anciennes marques d'acné qu'elle camouflait habituellement avec du fond de teint. Elle bâilla, s'étira et demanda à Tumlo comment il avait passé la nuit. Sa voix était douce, inquiète, parfaite. Tandiu la regarda et, pour la première fois, vit au-delà du masque. Il vit ses yeux froids calculer, évaluer, estimer combien de temps il lui resterait à vivre. Il aperçut un prédateur déguisé en agneau. Tandiu dit que le bébé avait eu un peu de fièvre pendant la nuit, mais qu'il allait mieux maintenant. Yara fronça les sourcils, feignant l'inquiétude, s'approcha et posa la main sur le front de Tumlo. La main aux ongles dorés parfaitement manucurés tenait des fioles de poison. Elle suggéra qu'il vaudrait peut-être mieux l'emmener chez le pédiatre, juste pour être sûr. Tandiu acquiesça, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Pas encore. Si le pédiatre faisait des analyses de sang et trouvait du diazépam, Yara serait alertée. Et alors? Yara disparaîtrait, emportant les preuves avec elle, engagerait des avocats hors de prix, deviendrait la victime d'une nounou folle qui tenterait de saboter son mariage. Non. Tandiu avait besoin de preuves irréfutables avant de révéler quoi que ce soit. Et il savait exactement où les trouver. Yara expliqua qu'elle devait se rendre à Nairobi ce matin-là pour régler les formalités de mariage, rencontrer des avocats, bref, des trucs d'adultes ennuyeux. Elle sourit à Tandiu et lui assura qu'elle lui faisait entièrement confiance pour s'occuper de Tumlo. Avant de partir, elle prépara 3 biberons de lait en poudre, les mit au réfrigérateur, précisant qu'elle avait tout prévu pour faciliter les choses. Tandiu la remercia, esquissa un sourire forcé et attendit. Elle attendit le bruit du Land Cruiser sur le chemin de gravier. Elle attendit que le portail automatique se referme. Elle attendit le retour du silence. Puis elle alla au réfrigérateur, l'ouvrit et prit un des biberons préparés par Yara. Elle le tint à la lumière du jour et vit clairement les 2 couches. Elle le sentit. La même odeur douceâtre et chimique. Yara ignorait que Tandiu avait découvert la supercherie. Et Tandiu comptait bien s'en servir à son avantage. Elle préleva un autre échantillon de cette bouteille, le mit dans un autre récipient propre, se remémora mentalement à quel jour il correspondait, et le rangea avec le premier dans son sac. Ensuite, elle vida le contenu des 3 bouteilles dans l'évier, les lava soigneusement une à une et prépara des bouteilles propres, sûres et sans poison. Elle les remit au réfrigérateur dans le même ordre. Si Yara lui posait des questions, elle dirait que Tumlo avait tout bu, qu'il mangeait mieux. Et puis Tandiu fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire de sa vie. Elle mentit à Yara. Elle lui envoya un message WhatsApp disant que Tumlo allait beaucoup mieux, qu'il avait bien mangé,
qu'il avait même un peu joué. Yara répondit avec des émojis cœur et bisous. Tandiu fut tellement dégoûtée qu'elle dut se tenir à l'évier pour ne pas vomir. Cet après-midi-là, Tandiu installa Tumlo dans un porte-bébé que Jabari avait acheté, un de ceux qui s'attachent devant et laissent les mains libres, puis quitta la maison. Elle dit au domestique qu'elle allait se promener avec le bébé pour prendre l'air et qu'elle serait de retour dans quelques heures. Elle appela un taxi via une application et donna l'adresse de la clinique où travaillait Dakaré. Le trajet dura 40 minutes, traversant la vieille ville de Lamu avec ses ruelles étroites, ses maisons de corail blanc, les ânes transportant des touristes et les effluves de poissons frais et d'épices du marché. La clinique était un bâtiment bas en briques rouges, avec une enseigne délavée et des fenêtres protégées par des barreaux. Une odeur de désinfectants et de médicaments y régnait, cette odeur universelle des hôpitaux, la même partout dans le monde. Tandiu entra, salua la réceptionniste qui la connaissait pour les fois où elle y avait emmené Dakaré déjeuner, et demanda à lui parler. La jeune femme passa un coup de fil interne, et quelques minutes plus tard, Dakaré apparut. Il était mince, grand, portait des lunettes rondes à monture noire, avait le même nez que sa mère, la sœur de Tandiu, et affichait toujours le sérieux de quelqu'un qui prend son travail très au sérieux. En voyant l'expression de sa tante, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il l'emmena dans un petit cabinet de consultation, ferma la porte, tira 2 chaises et lui dit de tout lui raconter. Et Tandiu le fit, dans les moindres détails. Le mariage précipité, les étranges biberons, la perte de poids de Tumlo, l'épisode du petit matin, les échantillons qu'elle avait apportés. Dakaré écouta en silence absolu, et lorsqu'elle eut terminé, il resta là de longues secondes, fixant le flacon qu'elle avait posé sur la table. Puis il prit le flacon, l'ouvrit avec précaution, le sentit, et son visage se transforma. Il expliqua qu'il devait procéder à une analyse complète, ce qui prendrait entre 15 et 20 minutes, et qu'elle devait attendre. Tandiu acquiesça. Dakaré partit avec le flacon, et Tandiu se retrouva seul dans la pièce avec Tumlo, qui s'était enfin réveillé et regardait autour de lui avec cette curiosité enfantine qui revenait peu à peu. Elle lui tendit le doigt, et Tumlo le serra fort, avec la force d'un bébé en bonne santé, et Tandiu ressentit de l'espoir pour la première fois depuis des semaines. Le bébé revenait, mais seulement si elle parvenait à le maintenir en vie assez longtemps. À son retour, Dakaré n'était pas seul. Il était accompagné d'une médecin de la clinique, une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une blouse blanche, un stéthoscope autour du cou et l'air grave. Dakaré la présenta comme le docteur Zawadi, chef du service de toxicologie. Elle s'assit, déposa une feuille avec les résultats sur la table et alla droit au but. Le lait contenait des concentrations dangereuses de diazépam, une benzodiazépine utilisée pour la sédation et le contrôle des convulsions. La quantité trouvée aurait suffi à endormir un adulte de taille moyenne pendant plusieurs heures. Chez un bébé de 8 mois, il s'agissait d'une dose potentiellement mortelle, surtout en cas d'utilisation répétée. De plus, le lait était absurdement dilué, ne contenant qu'environ 20% des nutriments qu'il aurait dû avoir. Celui qui l'avait préparé savait parfaitement ce qu'il faisait. Ce n'était pas de la négligence. C'était un empoisonnement systématique et prémédité, conçu pour tuer lentement, pour se faire passer pour une maladie naturelle, pour ne pas éveiller les soupçons avant qu'il ne soit trop tard. Tandiu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle le savait. Au fond d'elle, elle l'avait toujours su. Mais entendre la confirmation d'un médecin, voir les chiffres écrits noir sur blanc, se retrouver face à cette dure réalité, c'était différent. Le docteur Zawadi demanda à Tandiu si elle avait porté plainte, si la police était au courant. Tandiu secoua la tête. Elle expliqua que Yara était riche, mariée à un homme encore plus riche, qu'elle avait des avocats très chers, qu'elle nierait tout, qu'elle ruinerait la réputation du nounou si elle l'accusait sans preuve solide. Pire encore, si Yara se rendait compte qu'elle faisait l'objet d'une enquête, elle ferait disparaître les preuves, se débarrasserait des flacons, détruirait les documents, et Tumlo resterait en danger, désormais sans personne pour la protéger. Dakaré et le médecin échangèrent un regard. Ils savaient qu'elle avait raison. Le système judiciaire kényan favorisait ceux qui avaient de l'argent et des relations. Une nounou accusant l'épouse d'un riche homme d'affaires n'avait aucune chance sans preuves irréfutables. Le docteur Zawadi fit alors une proposition. Elle assura que les échantillons resteraient confidentiels à la clinique, correctement documentés, datés et scellés. Elle rédigerait un rapport technique complet, signé et tamponné, qui pourrait servir de preuve d'expert si nécessaire. Tandiu devait faire une chose, se rendre dans cette maison et trouver la source du poison. Retrouver les flacons, les documents, tout élément reliant directement Yara au crime. Car sans cela,
même avec les échantillons de lait, un bon avocat pourrait plaider la contamination accidentelle, l'erreur d'un tiers, n'importe quoi. Tandiu avait besoin de l'arme du crime. Dakare prit la main de sa tante et lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'y aller, que c'était trop dangereux, que cela pourrait mal tourner. Mais Tandiu regarda Tumlo, endormi paisiblement sur ses genoux, et sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle aimait déjà ce bébé plus que sa propre sécurité. Alors elle accepta. Elle trouverait l'épreuve. Quel qu'en soit le risque. Tandiu rentra chez elle avec le bébé, l'esprit bouillonnant de projets et de possibilités. Elle savait qu'elle devait agir vite, avant le retour de Yara de Nairobi. Elle avait tout au plus 2 jours. À son arrivée, la maison était calme, les autres domestiques occupés à leurs tâches, personne ne lui prêtant attention. Parfait. Elle coucha Tumlo dans son berceau pour sa sieste, vérifia que le babyphone était allumé pour l'entendre se réveiller, puis fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle se mit à espionner. Elle commença par le bureau de Jabari, une pièce au 2e étage avec des étagères en acajou, un grand bureau en verre et une vue panoramique sur l'océan. Elle fouilla les tiroirs, les armoires, les dossiers, mais ne trouva rien de suspect. Tout appartenait à Jabari, contrat d'hôtel, factures, documents commerciaux. Rien de Yara. Puis elle se rendit dans la chambre du couple, et là, son cœur s'emballa. C'était un territoire interdit, un endroit où elle n'était jamais entrée sans permission. Et maintenant elle était sur le point de tout bouleverser. Le lit était immense, avec un baldaquin en moustiquaire blanche, des draps en satin et une profusion d'oreillers. Une coiffeuse avec un miroir éclairé, des parfums de luxe et du maquillage importé complétaient l'ensemble. Le dressing, aussi grand que la chambre de Tandiu, était divisé en 2 parties, l'une pour Jabari, avec ses costumes et chemises, l'autre pour Yara, avec sa robe, chaussures et sacs rangés par couleur. Tandiu commença par fouiller du côté de Yara. Elle fouilla les tiroirs remplis de lingerie fine, de châles en soie, de bijoux dans des écrins en velours. Rien. Elle fouilla les poches des manteaux, les sacs suspendus, les compartiments à chaussures où l'on cache parfois des choses. Rien. Elle commençait à désespérer lorsqu'elle remarqua quelque chose. Il y avait une boîte sur le sol du placard, reléguée dans le coin le plus sombre, partiellement recouverte par une couette pliée. C'était une boîte en métal, de la taille d'une boîte à chaussures, avec une petite serrure robuste. Tandiu tira la boîte et essaya de l'ouvrir. Fermée à clé. Elle chercha la clé du regard, mais savait que Yara ne la laisserait jamais traîner. Puis elle se souvint d'une astuce apprise lorsqu'elle était jeune et travaillait dans une pension de famille à Nairobi. La propriétaire perdait toujours les clés des chambres, et elle avait appris à les ouvrir avec des épingles à cheveux. Elle prit 2 épingles à cheveux sur la coiffeuse de Yara, en redressa une, plia l'autre en forme de L et se mit à l'œuvre sur la serrure. Il fallut près de 15 minutes, les doigts tremblants de nervosité, la sueur perlant aux tempes, les oreilles aux aguets du moindre bruit de voiture. Et puis, clic, la serrure céda. Tandiu ouvrit la boîte et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Des documents. Des dizaines de documents imprimés, certains sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats, d'autres sur du papier ordinaire. Elle prit le premier. C'était un testament au nom de Jabari Kimati, léguant l'intégralité de son héritage à sa femme, Yara Mwende, en cas de décès. Il était daté de 3 semaines auparavant. Tandiu connaissait la signature de Jabari. Elle la voyait chaque semaine sur ses bulletins de salaire, ses chèques, ses autorisations. Cette signature était presque parfaite, mais ce n'était pas la sienne. Le R avait une courbure différente. Le dernier trait du nom de famille était trop long. C'était un faux très bien fait, mais un faux tout de même. Elle prit un autre document. Une police d'assurance vie au nom de Tumlo Kimati, bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, sa belle-mère, Yara Mwende. Le montant était de 5 millions de dollars américains. Tandiu sentit la bile lui monter à la gorge. Yara avait assuré la vie d'un bébé de 8 mois pour 5 millions de dollars. Et il avait prévu de le tuer pour obtenir l'argent. Il y avait plus. Un document d'un avocat de Nairobi détaillant les procédures légales pour transférer la tutelle complète de Tumlo à Yara si Jabari venait à décéder ou à être déclaré incapable. Un autre document précisait comment l'héritage de Jabari serait partagé. Yara recevrait 70% et Tumlo 30%. Mais si Tumlo venait à mourir avant Jabari, tout reviendrait à Yara. C'était un plan complet, méticuleux, effroyablement bien orchestré. Yara ne se contentait pas de vouloir tuer Tumlo. Elle projetait d'anéantir toute la famille Kimati et de tout s'emparer de leurs biens. Tandiu continua de fouiller la boîte et découvrit quelque chose d'encore pire. Des photos. Des photos de Yara avec un autre homme, s'embrassant,
s'enlaçant, dans des chambres d'hôtel, sur des plages désertes. L'homme était plus jeune qu'elle, beau d'une beauté artificielle, musclé, tatoué sur les bras. Et sur l'une des photos, il tenait quelque chose dans ses mains. Des fioles de verre. Les mêmes fioles que Tandiu recherchait. Elle retourna la photo et découvrit au dos un mot, écrit d'une belle écriture. Kofi prend toujours soin de moi, suivi d'un cœur dessiné à la main. Kofi. Le chauffeur. L'homme que Tandiu voyait tous les jours emmener Yara à ses réunions. Faire les courses, conduire le Land Cruiser. Ce n'était pas qu'un simple chauffeur. C'était un complice. Un amant. Et c'était probablement lui qui avait procuré le diazépam, qui avait fourni le poison, qui avait participé à la planification du meurtre dans les moindres détails. Tandiu continua de fouiller et finit par trouver ce qu'elle cherchait. Au fond de la boîte, enveloppée dans du papier de soie bleue, se trouvaient 5 ampoules en verre. 3 vides, 2 encore pleines d'un liquide transparent. Elle en prit une et lut la minuscule étiquette. Diazépam injectable, 10 mg par millilitre, usage hospitalier uniquement, interdit aux enfants de moins de 6 mois. Et à côté des ampoules, une seringue jetable encore dans son emballage. Tout était là. Toutes les preuves nécessaires pour envoyer Yara et Kofi en prison à vie. Tandiu s'empara de son téléphone et commença à prendre des photos. Elle photographia chaque document, chaque angle, chaque détail. La police d'assurance, le faux testament, les papiers de l'avocat, les photos avec Kofi, les fioles, absolument tout. Elle prit plus de 80 photos, vérifia leur netteté, la lisibilité de chaque mot, l'irréfutabilité des preuves. Puis, elle eut une idée de génie. Elle ouvrit WhatsApp et envoya toutes les photos à Dakaré avec ce message. « S'il m'arrive quoi que ce soit, apporte ça à la police. » Dakaré répondit en quelques secondes. « Tante, tu es en danger. Pars de là immédiatement. » Mais Tandiu ne pouvait pas partir. Pas encore. Elle devait tout remettre en place exactement comme c'était. Elle ne devait pas laisser Yara se douter de quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard pour effacer les preuves. Alors, avec une dextérité surprenante pour quelqu'un d'aussi terrifié, Tandiu réorganisa chaque document dans l'ordre précis, remballa les fioles dans le papier de soie, referma la boîte métallique, revissa le cadenas avec les clips et repoussa la boîte dans le coin sombre du placard. Elle le recouvrit de la même courte pointe, redressa les plis du tissu, quitta la pièce, ferma lentement la porte et respira. Elle avait les preuves. Tout était documenté, envoyé et mis en lieu sûr. Il lui fallait maintenant garder Tumlo en vie jusqu'au retour de Jabari, jusqu'à ce qu'elle puisse tout lui raconter, jusqu'à ce que la police arrête Yara et Kofi avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient découverts. Tandiu retourna dans la chambre de Tumlo et trouva le bébé éveillé, les yeux rivés sur le mobile d'éléphant coloré qui tournoyait au plafond. Il sourit en la voyant, son magnifique sourire d'enfant, ignorant tout du complot qui l'attendait. Tandiu le prit dans ses bras, le serra contre elle et lui murmura des promesses. Elle promit qu'elle ne laisserait rien lui arriver. Elle promit que Yara ne le toucherait plus jamais. Elle promit qu'il grandirait, qu'il aurait une vie longue et heureuse, qu'il verrait le monde, qu'il aimerait et serait aimé. Et elle comptait bien tenir chacune de ses promesses, quel qu'en soit le prix. Mais soudain, son téléphone sonna. C'était un message de Yara. « Je rentre ce soir. Je suis rentrée plus tôt que prévu de ma réunion avec les avocats. Tu me le vas bien ?» Tandiu lut le message et sentit son estomac se nouer. Yara revenait. Ce soir même. Plusieurs heures plus tôt que prévu. Et Tandiu était certaine que ce n'était pas un hasard. Yara le savait. D'une manière ou d'une autre, elle sentait que quelque chose clochait, que quelqu'un avait touché à ses affaires, que l'étau se resserrait. Et elle revenait pour en finir. Tandiu tapa une réponse, s'efforçant de paraître normal. « Tumlo va bien, il a bien mangé, il a beaucoup joué. On t'attend. » Elle l'envoya. Puis elle prit son portable et appela Jabari. Directement. Sans intermédiaire. La secrétaire répondit, prétextant une réunion, mais Tandiu insista. C'était une urgence. À propos du bébé. À propos de la vie du bébé. La secrétaire hésita, puis la transféra. Jabari répondit, inquiet, demandant ce qui s'était passé, si Tumlo était de nouveau malade. Et Tandiu, pour la première fois en 47 ans de carrière, transgressa toutes les règles de conduite entre employés et employeurs. Elle dit la vérité. Nous, crus, sans filtre. Elle parla du lait empoisonné, des analyses de la boîte de documents, de l'assurance vie, de Kofi et Yara, de tout. Jabari resta silencieux pendant de longues secondes qui lui parurent des heures. Tandiu crut qu'il allait raccrocher, qu'il ne la croirait pas, qu'il la prendrait pour une folle.
Mais il reprit la parole, et sa voix était différente. Froide, maîtrisée, menaçante. Yara le savait. D'une manière ou d'une autre, elle sentait que quelque chose clochait, que quelqu'un avait touché à ses affaires, que l'étau se resserrait. Et elle revenait pour en finir. Tandiu tapa une réponse, s'efforçant de paraître normal. Tumlo va bien, il a bien mangé, il a beaucoup joué. On t'attend. Elle l'envoya. Puis elle prit son portable et appela Jabari. Directement. Sans intermédiaire. La secrétaire répondit, prétextant une réunion, mais Tandiu insista. C'était une urgence. À propos du bébé. À propos de la vie du bébé. La secrétaire hésita, puis la transféra. Jabari répondit, inquiet, demandant ce qui s'était passé, si Tumlo était de nouveau malade. Et Tandiu, pour la première fois en 47 ans de carrière, transgressa toutes les règles de conduite entre employés et employeurs. Elle dit la vérité. Nous, crus, sans filtre. Elle parla du lait empoisonné, des analyses, de la boîte de documents, de l'assurance-vie, de Kofi et Yara, de tout. Jabari resta silencieux pendant de longues secondes qui lui parurent des heures. Tandiu crut qu'il allait raccrocher, qu'il ne la croirait pas, qu'il la prendrait pour une folle. Mais il reprit la parole, et sa voix était différente. Froide, maîtrisée, menaçante. Il annonça qu'il prenait le premier vol, qu'il arriverait à l'AMU dans 3 heures, et qu'elle devait verrouiller la porte de la chambre de Tumlo et ne l'ouvrir à personne d'autre. Qu'elle ne devait pas laisser entrer Yara. Qu'elle ne devait rien accepter d'elle. Et que tout irait bien, car il croyait en Tandiu, lui faisait confiance, et qu'il allait régler le problème. Tandiu raccrocha, des larmes de soulagement ruisselant sur son visage. Elle fit exactement ce que Jabari lui avait dit. Elle prit Tumlo, des couches, des biberons propres qu'elle avait préparés, des vêtements de rechange, et s'enferma dans la chambre. Elle plaça une lourde commode contre la porte. Elle vérifia que la fenêtre était bien fermée. Et elle attendit. Tumlo dormait paisiblement dans son berceau, inconscient du danger, et Tandiu, assise dans le fauteuil, le regardait, priant, comptant les minutes. À 19 heures, elle entendit le Land Cruiser arriver. Elle entendit la porte du garage s'ouvrir et se refermer. Elle entendit des pas dans l'escalier. Elle entendit Yara l'appeler de sa douce voix, fausse et trompeuse. Tandiu ne répondit pas. Yara frappa à la porte de la chambre. Tandiu, je suis rentrée. Pourquoi la porte est-elle fermée à clé? Tandiu prit une profonde inspiration et dit que le bébé dormait, qu'elle était fatiguée elle aussi, qu'elle ouvrirait le matin. Silence. Puis Yara reprit la parole, mais la douceur avait disparu. Sa voix était froide, calculée. Tu es entré dans ma chambre aujourd'hui. Tandiu? Tandiu sentit son sang se glacer. Comment Yara le savait-elle? Elle ne répondit pas. Yara poursuivit. J'avais laissé une mèche de cheveux dans la serrure de la boîte. C'est une vieille ruse. La mèche n'y est plus. Tu as ouvert ma boîte. Tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir. Et maintenant, nous avons un problème. Tandiu entendit des pas s'éloigner. Puis elle entendit Yara parler à voix basse à quelqu'un. Kofi. Il était là aussi. Tandiu prit le bébé dans ses bras, même s'il dormait, car elle avait besoin de se sentir en sécurité, de savoir qu'il était là, vivant. Elle regarda l'horloge. Jabari avait dit qu'il arriverait dans 3 heures. 2 heures s'étaient déjà écoulées. Il ne lui restait plus qu'1 heure. Elle n'avait plus qu'à tenir le coup. Mais alors, elle entendit quelque chose qui la terrifia. Le bruit de clés. Yara avait un passe-partout pour toutes les pièces de la maison. Elle ouvrait la porte. La commode ne tenait pas. Tandiu vit la poignée tourner, la porte s'ouvrir lentement, centimètre par centimètre. Elle vit Yara entrer, désormais sans aucun déguisement, sans aucun masque. Son visage était d'une froideur absolue, d'un calcul implacable, d'une malice pure. Et derrière elle, Kofi. Grand, fort, menaçant. Une seringue à la main. Et c'est ainsi que nous en sommes revenus au point de départ. L'instant où Tandiu est acculé dans le couloir, où Kofi s'avance avec la seringue, où Yara esquisse ce sourire glaçant. L'instant où tout pourrait basculer. Mais soudain survint l'instant inattendu. La porte d'entrée explosa. Jabari se précipita à l'intérieur, en sueur, le souffle court, le bébé Tumlo dans les bras. Il cria à Yara et Kofi de s'arrêter immédiatement. Yara tenta de se calmer, d'esquisser un sourire, mais Jabari ne l'écoutait pas. Il brandit son téléphone portable et expliqua que Dakare, le neveu de Tandiu, l'avait appelé quelques heures plus tôt. Qu'il lui avait tout raconté, le lait empoisonné, le diazépam, tout. Que Jabari avait annulé son voyage,
était rentré précipitamment et avait passé les dernières heures à installer des caméras cachées dans la maison. Qu'il avait entendu chaque mot prononcé par Yara, chaque menace, chaque aveu implicite. Que tout était enregistré. Yara devint livide. Kofi laissa tomber la seringue qui s'écrasa au sol dans un bruit sourd. Jabari appela la police et, en un quart d'heure, la maison était encerclée. Yara tenta de pleurer, d'expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'elle aimait Tumlo, qu'elle ne ferait jamais de mal à un enfant. Mais lorsque la police ouvrit la boîte métallique et y découvrit les fioles, les faux documents, la police d'assurance, il lui fut impossible de mentir. Kofi avoua tout. Il déclara que Yara l'avait engagé des mois avant de rencontrer Jabari, que tout avait été planifié depuis le début, qu'elle avait étudié le chagrin de Jabari, sa vulnérabilité, sa fortune, que le plan était simple, se marier, gagner sa confiance, éliminer lentement le bébé pour faire croire à une maladie naturelle, hériter de tout, puis se débarrasser de Jabari. Il ajouta que Yara avait déjà agi de la sorte, en Ouganda, avec un autre homme riche, mais qu'elle n'avait jamais été prise. Cette fois-ci, elle avait choisi la mauvaise victime. Tandiu serra Tumlo contre elle tandis qu'on menottait Yara. La femme qui, quelques jours auparavant, portait des robes somptueuses et souriait avec une telle assurance, hurlait, se débattait et insultait tous ceux qui l'entouraient. Elle promit vengeance, affirma que ses avocats s'occuperaient de tout, qu'elle reviendrait. Mais Jabari la regarda avec une froideur que Tandiu ne lui avait jamais vue et ne dit qu'une chose. « Tu as essayé de tuer mon fils. Aucun avocat au monde ne pourra réparer ça. » Et il avait raison. Yara fut emmenée menottée, poussée dans la voiture de police, et Kofi la suivit. Les gyrophares rouges et bleus illuminaient la façade blanche de la maison, réveillant les voisins et répandant le scandale dans tout la mue avant même le lever du soleil. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux locaux publièrent des titres sensationnalistes. Les équipes de télévision filmèrent la maison de Jabari. Des journalistes campaient devant, espérant obtenir des interviews. Toute la communauté parlait de la courageuse nounou qui avait sauvé le bébé, de la belle-mère meurtrière qui avait failli commettre le crime parfait, et de l'homme riche qui avait failli tout perdre pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Jabari n'accorda qu'une seule interview, brève et directe, où elle remercia publiquement Tandiu et demanda qu'on respecte sa vie privée afin qu'elle puisse s'occuper de son fils. Yara fut jugée 3 mois plus tard devant un tribunal de Mombasa. Les preuves étaient accablantes. Les faux documents, les flacons de diazépam, les relevés bancaires montrant des paiements à Kofi, et pire encore, les vidéos des caméras installées par Jabari montrant Yara préparant les flacons empoisonnés. Le jury délibéra pendant seulement 2 heures. Coupable de tentative de meurtre, d'escroquerie et de faux. 25 ans de prison ferme, dont 15 ans incompressibles. Kofi fut condamné à 12 ans de prison pour complicité. Lors du prononcé de la sentence, Yara est restée impassible, fixant le plafond d'un air ennuyé. Mais lorsqu'on l'a ramenée dans sa cellule, des témoins ont affirmé qu'elle avait pleuré pour la première fois. Tumlo se rétablit lentement. Il lui fallut près de 2 mois pour retrouver son poids normal, pour que ses yeux retrouvent leur éclat, pour que son sourire naturel réapparaisse. Tandiu ne le quitta jamais. Elle se levait en pleine nuit pour vérifier s'il respirait encore, préparait chaque biberon elle-même, prenait sa température au poignet à 3 reprises avant de le nourrir. Jabari lui proposa de quintupler son salaire. Il lui offrit une meilleure maison. Il lui offrit tout ce qu'elle désirait. Mais Tandiu refusa presque tout. Elle ne demanda qu'une chose, la permission de continuer à s'occuper de Tumlo comme s'il était son propre enfant. Et Jabari, les larmes aux yeux, serra dans ses bras la femme qui avait sauvé son fils unique et lui dit qu'elle faisait déjà partie de la famille, qu'elle le serait toujours. Des mois plus tard, pour le premier anniversaire de Tumlo, ils organisèrent une petite fête dans le jardin. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches, des gâteaux faits maison et des ballons colorés accrochés aux arbres. Tumlo, vêtu d'une tenue bleu clair, s'appuya contre un meuble et fit ses premiers pas hésitants sous les applaudissements de tous. Tandiu lui tenait la main, guidant chacun de ses pas, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sincèrement. Jabari la regarda et lui dit des mots que Tandiu n'oublierait jamais. Il lui dit que le véritable héroïsme ne réside pas dans les grands actes ou les gestes publics, mais dans les gens ordinaires qui font ce qui est juste, même au péril de leur vie, même quand personne ne les regarde, même au péril de leur existence. Et que Tandiu incarnait cet héroïsme. L'histoire devint une légende à la mue. Les mères la racontaient à leurs filles, les grands-mères à leurs petits-enfants. Elle devint un symbole de courage, d'intuition féminine, d'un amour qui transcende les liens du sang. Tandiu continua de travailler pour Jabari, mais leur relation changea. Elle n'était plus une simple employée.
Elle était devenue conseillère, une seconde mère pour Tumlo, un membre essentiel de cette famille brisée qui tentait de se reconstruire. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle avait risqué sa vie pour un enfant qui n'était même pas le sien, Tandiu répondait par les mots que sa grand-mère lui avait enseignés des décennies auparavant: quand on est témoin du mal et qu'on reste les bras croisés, on y participe. Mais quand on choisit de protéger un innocent, même en sachant que cela peut nous coûter la vie, on protège aussi notre propre humanité. Et c'est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Tumlo a grandi en pleine santé, fort et plein de vie. À 3 ans, il appelait Tandiu Bibi, ce qui signifie grand-mère en swahili, et la suivait partout dans la maison comme son ombre. À 5 ans, lorsqu'il a commencé l'école, il a confié à ses camarades qu'il avait 2 mères, celle au ciel et celle qui prenait soin de lui chaque jour. Et Tandiu, aujourd'hui presque 70 ans, les cheveux entièrement blancs et le dos encore plus voûté, est resté fidèle, présente, exactement ce dont ce garçon avait besoin. Le véritable amour n'a pas besoin de lien du sang. Il a seulement besoin de quelqu'un prêt à rester quand tous les autres sont partis. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la force de Tandiu, la vulnérabilité de Tumlo, le danger bien réel qui rôdait dans cette maison de Lamu, alors vous comprenez pourquoi il est essentiel de raconter ces histoires. L'Afrique regorge de millions d'histoires comme celle-ci, cachées dans les villages côtiers, les demeures cossues, les communautés défavorisées, partout où des gens ordinaires accomplissent des actes extraordinaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits qui parviennent trop rarement au monde. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez des histoires similaires, si vous avez déjà été témoin d'un tel courage. Aidez cette chaîne à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à vous faire partager ces histoires africaines profondes et authentiques, riches d'enseignements qui traversent les océans et les générations. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de courage aujourd'hui. Car, comme Tandiu l'a prouvé, le bien finit toujours par arriver quand quelqu'un est prêt à se battre pour lui.